Donc, bonjour à tous, merci à vous d'être présents aujourd'hui donc pour cette séance d'introduction à la prospective. Donc, pour introduire le sujet, je voudrais vous présenter une histoire qui est celle du Petit Prince, que vous connaissez sans doute, et plus précisément d'un passage du début du roman où Saint-Exupéry rencontre le Petit Prince et que le Petit Prince lui demande de lui dessiner un mouton. Donc Saint-Exupéry, pour lui faire plaisir, sort un bout de papier, sort un crayon et lui dessine un mouton. Mais le Petit Prince n'est pas content, car ce n'est pas le mouton qui lui plaît, il voudrait un autre mouton. Saint-Exupéry lui dessine alors un deuxième, puis un troisième mouton, mais le Petit Prince n'est toujours pas content. Et soudain, Saint-Exupéry a une idée. Il lui dessine une boîte et il lui dit, voilà, ton mouton est dedans, tu as juste à l'imaginer. Et là, surprise, le Petit Prince, il est super content, c'est exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que l'imaginaire, c'est quelque chose d'indispensable pour penser le présent et encore plus pour penser le futur. Et la boîte, c'est un moyen pour nous de nous émanciper d'une image trop réaliste qui nous empêche de penser. Et elle nous permet aussi d'imaginer un mouton ou dans notre cas un sanglier, le sanglier qui est l'animal de l'INSA Centre-Val de Loire, comme on le souhaite. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, Philippe Durance va vous présenter une introduction à la prospective. Donc bonjour Philippe Durance. Vous êtes économiste, vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire Prospective et Développement durable, entre autres. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter un petit peu vos travaux que vous avez faits, que vous êtes encore en train de mener? Merci Baptiste. Mes travaux, non, parce que ça va prendre trop de temps. Non, Bon. je travaille essentiellement sur les processus d'anticipation dans les organisations, sur les problématiques de changement social. Voilà, en gros, quoi. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, vous allez nous présenter pendant une trentaine de minutes ce que c'est la prospective et ce que l'on peut attendre d'elle. Ensuite, pendant une petite vingtaine de minutes, nous allons procéder à un moment d'échange, de questions-réponses et de témoignages qu'avec chacun des participants. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer vos questions dans le chat, qu'on puisse les répertorier, les classer et les poser par la suite. Donc, merci encore une fois à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui et je vous laisse la parole, Philippe Durance. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous dire quelques mots de la prospective. Désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, ça va faire un peu radotage, mais je vais essayer de synthétiser là pour le coup, parce qu'en une demi-heure, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. En tous les cas, bon, voilà, je vais essayer de couvrir un spectre assez large pour vous donner un aperçu de ce que c'est rapidement. Alors, déjà, mon premier point, c'est vous dire que face à l'avenir, vous avez 4 attitudes possibles. La première attitude, c'est ne rien faire, la passivité, laisser passer les choses. Bon, c'est, comme je dis souvent, c'est une attitude qu'on peut choisir. Il faut juste que ça ne soit pas l'attitude par défaut. Ça peut être un choix de ne rien faire. Il ne faut pas que ça soit trop systématique, bien évidemment. L'attitude la plus commune vis-à-vis de l'avenir, on va dire, ou voilà, vis-à-vis d'un problème qu'on peut rencontrer dans les organisations, c'est la réactivité. Donc, c'est le fait de réagir, d'être dans l'urgence, de trouver une solution rapidement, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque quand on est dans la réactivité, en général, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Et donc, on propose une solution par défaut qui peut être, voilà, qui peut correspondre à plein de choses. Je vais pas m'étendre dessus, mais en tous les cas, c'est pas une proposition, c'est pas une solution qui est réfléchie et qui permet une anticipation, une forme d'anticipation. Et donc, voilà, elle n'est pas forcément optimum dans un certain nombre de situations complexes. Alors, les organisations qui sont à la fois passives-réactives, on les appelle résistantes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de supporter, on va dire, un certain nombre de chocs dits exogènes, c'est-à-dire provenant de l'extérieur, mais en général, ça finit toujours à un moment ou à un autre par casser. Hein, si on prend l'analogie du calcul de résistance, il y a bien un moment où le choc est trop fort et n'est plus absorbé et provoque un éclatement. La troisième attitude, c'est la préactivité. Alors là, on rentre dans des attitudes qui sont un peu plus constructives vis-à-vis de l'avenir. Préactivité, c'est le principe de se préparer aux changements attendus. Donc, c'est le fait d'avoir anticipé, on va dire, certains changements qu'on peut voir venir. Donc,
dans toutes les organisations et dans tous les contextes, souvent, on sait que des choses vont arriver. Il ne faut pas être devin pour ça ou avoir une boule de cristal. C'est simplement que les choses sont parties et sont donc anticipables dans l'environnement en tous les cas. L'exemple que je donne également fréquemment, c'est la transposition des lois européennes dans le droit national. Ça prend un certain nombre de temps, souvent en années, et donc quand on est un acteur soumis à une réglementation qui est transposée, on a le temps de se préparer en général. Voilà. Donc c'est ça la préactivité. Et puis la dernière attitude, alors oui, vous dire aussi que la résilience, voilà, les organisations résilientes, ce sont des organisations qui sont en général réactives, réactives. Ce qui pour moi n'est pas suffisant. Il manque une dernière attitude qui est la proactivité, qui est vraiment l'idée de provoquer les changements souhaités, donc de changer de registre, j'en parlerai un petit peu juste après, passer dans le registre de la volonté, dans le registre de en effet, je veux ce monde-là pour demain parce qu'il est souhaitable. Il est le plus souhaitable et donc je vais tout faire pour y arriver. Alors la prospective, c'est un mélange de tout ça. En termes de qualificatifs, les organisations qui mettent en avant ces 4 attitudes, mais notamment les 2 dernières, préactivité et proactivité, on les appelle agiles. Alors c'est un peu, voilà, c'est du vocabulaire de management, de sciences de gestion, mais ça veut dire ça veut dire cette capacité non seulement à se préparer aux changements attendus, mais aussi à être volontaire et à provoquer les changements souhaités. Alors la prospective, globalement, aujourd'hui, ça recouvre 3 grandes réalités. Une première réalité, c'est des discours. Il y a plein de discours sur l'avenir, d'autant plus aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Le Covid a un peu aussi peut-être amplifié ou redonné une nouvelle dimension à ça, mais bon, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organisations proposent des discours sur l'avenir. Ce n'est pas parce qu'on a un discours sur l'avenir, d'ailleurs, qu'on fait de la prospective. Il faut être clair. On peut très bien avoir un discours sur l'avenir du type qui correspond plus à des visions ou à des utopies. On pourrait dire même que la science-fiction, d'ailleurs, est un type de discours sur l'avenir. Donc il y a 2 autres réalités qui marquent un peu plus la prospective. La deuxième, c'est des méthodes. C'est-à-dire que ces discours sur l'avenir qu'on va appeler des futurs possibles, qu'on peut appeler des scénarios, ça passe souvent par l'élaboration de scénarios, ils sont produits par des méthodes. Et donc la prospective va proposer un ensemble de méthodes, plus ou moins formelles, un ensemble d'outils qui vont permettre à l'organisation justement d'être préactive et d'être proactive, c'est-à-dire de répondre à ces 2 attitudes vis-à-vis de l'avenir dont je vous ai parlé juste avant. Et puis la dernière réalité, la dernière dimension pour moi de la prospective qui est fondamentale, qui fait que la prospective est autre chose qu'une simple méthode, qu'un outil de gestion, comme on dit aussi en management, c'est l'attitude. Donc c'est vraiment une attitude vis-à-vis de l'avenir qui est très spécifique, très particulière, qui répond à un certain nombre de principes que je vais vous présenter juste après, et qui font que, voilà, encore une fois, ce n'est pas un énième outil, la prospective. Ce n'est pas une énième méthode qui viendrait s'ajouter à plein d'autres méthodes d'aide à la décision. Il y a quelque chose en plus. Il y a une vraie réflexion sur le temps, il y a une vraie réflexion sur l'impact de la prise en compte du temps sur les décisions et sur les collectifs humains. Bon, et puis en guise d'introduction, dernière remarque, on va dire, avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est une approche initiée en France. Donc ça, c'est quand même, vous le savez d'autant plus dans les INSA, parce qu'elle est portée par un philosophe qui s'appelle Gaston Berger, qui est à l'origine de la création des INSA. Donc elle est née en France dans les années 50, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que c'est important, le contexte est important. Et donc c'est très différent de ce qui a pu apparaître à peu près à la même époque aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, voilà, qui a évidemment une préoccupation de l'avenir. Tous les êtres humains ont une préoccupation de l'avenir, mais qui a outillé cette approche, cette manière de prendre en compte l'avenir de manière assez différente, avec des principes et des présupposés assez différents de ce qu'est l'approche française, qu'on appelle d'ailleurs École française de prospective, et qui a essaimé dans différents endroits du monde, y compris, surtout en Amérique latine, Amérique du Sud et Afrique. Bon, c'est aussi une approche qui est ancrée dans la décision, dans l'action collective. C'est-à-dire que l'objectif de la prospective, ce n'est pas du tout de faire de la prédiction, ce n'est pas du tout de faire de la futurologie. On n'est pas là pour deviner l'avenir,
On est là pour ancrer la décision, pour fonder la décision, pour fonder l'action collective, pour éclairer l'action collective. Et donc, il y a aussi une dimension qui est fondamentale, qui est collective. La prospective, ça ne se pratique pas de manière individuelle, même si chacun d'entre nous peut plus ou moins se reconnaître dans ses principes à titre individuel, c'est une pratique collective qui s'ancre vraiment très fortement dans l'action collective. Bon, et puis le dernier point, c'est que, comme je le disais un petit peu juste avant, c'est vraiment une nouvelle manière d'envisager l'avenir. Alors, c'est ça ce sur quoi je voudrais un peu m'appesantir là avec vous aujourd'hui. C'est en fait la particularité de la prospective, c'est de faire de l'avenir un objet en tant que tel, un objet de travail, un artefact qui va faire l'objet d'un travail, d'une analyse, ce qui diffère d'ailleurs de beaucoup d'approches notamment en matière de stratégie, où les organisations font des choses. Quand on fait un projet, ben on le fait pour demain, ça c'est clair, évidemment, c'est toujours pour demain, c'est toujours pour le futur, c'est toujours pour l'avenir, mais on ne fait jamais ou rarement de l'avenir un objet d'étude à part entière. Et c'est ce que la prospective va permettre. Alors si on regarde un peu ce qu'est l'avenir, en fait, l'avenir, cet avenir, il appartient à 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de puissance. Et c'est ce qui correspond à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il y a une puissance dans le sens où le fait de penser l'avenir, d'en faire un objet à part entière d'étude, de travail qu'on va explorer, fait naître une capacité à agir qui est fondamentale pour les collectifs. Donc, je cite Rosan Vallon en prenant le contre-pied de ce que disait Rosan Vallon dans un article en 2018 qui disait que l'impuissance naît de l'impensé. Et en renversant, on a exactement, enfin, c'est tout à fait vrai, et ça s'applique parfaitement à la prospective. En pensant l'avenir, on devient puissant. On donne au collectif humain une capacité de puissance qu'elle n'avait pas auparavant. Alors ça se représente en général comme ça. On fait un petit schéma. Donc quand on se tourne vers l'avenir, quand on part du présent sur la gauche, quand on se tourne vers l'avenir, et qu'on part du principe que l'avenir est ouvert, évidemment, qu'il n'est pas écrit à l'avance, qu'on n'est pas dans du déterminisme, qu'on est dans une période où tout est incertain et que donc rien n'est joué, on a un certain nombre de possibilités qui s'ouvrent, cet arbre-là qui se déploie, qui se développe. Et un des enjeux de la prospective, ça va être de rendre imaginables des futurs qui ne le sont pas. Parce qu'on est tous, dans les collectifs humains en particulier, on est tous bridés. Alors à titre individuel, c'est encore plus vrai, mais comme la prospective s'adresse au collectif, moi j'ai une perspective collective. Dans une perspective collective, les collectifs humains ont des mécanismes souvent qui freinent l'imagination, qui sont connus, qui sont répertoriés. La prospective, un des enjeux de la prospective, ça va être de permettre de lutter contre ces freins, contre ces mécanismes qui viennent brider les collectifs pour rendre imaginables des futurs qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça va être le premier travail qui va être fait, qui est un travail important, bien évidemment, puisque la seule capacité qu'on peut avoir dans une période dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une période de l'incertitude, la seule connaissance de l'avenir qu'on puisse avoir, elle est issue de notre capacité, elle est hypothétique, et donc elle est issue de notre capacité à imaginer. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est de partir du principe que l'avenir n'est pas prédéterminé, donc il n'est pas connaissable. Et donc s'il n'est pas connaissable, il est explorable. On peut en explorer une certaine quantité qui, dans l'absolu, en théorie, cette quantité, elle pourrait être infinie. Elle ne l'est pas, évidemment, mais elle pourrait être infinie. Et c'est ça qui fonde notre liberté d'action. Si on croit à la liberté, on ne peut pas croire que l'avenir est écrit à l'avance, parce que dans ce cas-là, il serait unique, évidemment, il nous serait imposé. Et donc, ça nous ouvre un certain nombre de possibilités. Et là, c'est pareil, on a un autre enjeu pour la prospective qui est justement d'explorer, d'identifier, de formaliser ces futurs possibles. Donc là, on a dans les outils, notamment, on a beaucoup de concepts en prospective qui sont des outils mentaux, des catégories qui permettent en effet de qualifier des événements, de qualifier des faits pour les appeler soit tendance lourde, soit signaux faibles, soit rupture, voilà, des éléments d'avenir, des facteurs qui vont avoir un impact, qui vont permettre en fait de façonner et d'explorer tous ces avenirs, tous ces futurs possibles qu'on pourrait voir se dessiner si on part du principe que, encore une fois, il n'y a pas un seul avenir unique écrit à l'avance. Je vous laisse la question complètement ouverte et ne me la posez pas parce que je n'y répondrai pas. Y a-t-il des futurs impossibles ? Voilà. Si vous avez envie de passer une nuit sans sommeil, vous pouvez toujours essayer de répondre à cette question. Troisième domaine, c'est le domaine de volonté.
Donc alors là, il y a un petit côté dialectique, mais qui est assez vrai, c'est que puisque l'avenir n'est pas écrit à l'avance, qu'il n'est pas connaissable, il est simplement le fruit de la volonté humaine, le résultat de la volonté humaine, et c'est ce que Berger, le fondateur de la prospective, affirmait. Hein. Pour lui, c'était la base de la prospective, c'est ça. En fait, l'avenir ne sera que le résultat de ce qu'on va en faire, nous, tous ensemble, êtres humains. Donc ça, c'est la dimension, on va dire, humaniste aussi, un peu de la prospective. Mais ça veut dire qu'il y a deux registres dans la prospective. Il y a bien un registre d'anticipation, donc on va chercher en effet à explorer, à réduire l'incertitude, à explorer ce territoire inconnu qu'est l'avenir à partir des méthodes qui vont être là justement pour s'assurer que cette exploration, elle ne sera pas complètement farfelue, elle sera opérationnelle, elle sera concrète. Mais tout de suite, très vite, on va tomber dans un autre registre qui est le registre de l'action, qui est celui de l'application de la volonté humaine et de la prise de décision. Donc ça, c'est vraiment un domaine très important. Alors c'est pareil, ça se formalise par une catégorie qu'on appelle le futur souhaitable, et ça c'est un dernier enjeu, c'est le troisième enjeu de la prospective, c'est d'essayer de formaliser ce que peut être un futur souhaitable pour un collectif donné. Alors c'est là où ça devient très compliqué, hein. C'est-à-dire que évidemment le futur souhaitable pour un collectif n'est pas forcément le futur souhaitable pour l'autre collectif. Donc il y a des problèmes d'échelle, enfin, ça pose il y a un tas de problématiques derrière, il y a un tas d'enjeux évidemment qui sont sans solution d'ailleurs pour l'instant aujourd'hui quand on regarde notamment les problématiques de développement durable. Bon, et puis le dernier domaine justement, c'est celui de la responsabilité. Donc là aussi on est dans on va dire dans une sorte de dialectique, mais qui n'en est pas moins concrète et réelle, puisque l'avenir n'est pas écrit à l'avance, qu'il n'est pas connaissable à l'avance, qu'il est le fruit de la décision humaine. On a une responsabilité, nous humains, à explorer et à décider en fonction de l'exploration, c'est-à-dire à construire un monde qui soit un monde souhaitable, qui soit un futur souhaitable pour le plus grand nombre. Bon, et là, c'est tout le lien, évidemment, avec la responsabilité, avec l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique du futur, ce qu'un philosophe allemand, un autre philosophe, mais allemand, lui, Hans Jonas, appelait plus récemment l'éthique du futur, c'est-à-dire que c'est la prise en considération, la prise en compte des conséquences des décisions prises et des actes des êtres humains. Voilà, donc là, on tombe en effet dans le domaine de la RSE, la responsabilité sociale des organisations, des entreprises et les aspects développement durable. Je poursuis, et puis on aura l'occasion j'aurai l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez, par un petit point sur Berger. Donc, bon, je suppose que vous savez tous et toutes qui est Berger, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Il faut simplement savoir que la prospective, il ne la formalise pas n'importe quand, ni n'importe où. Il formalise la prospective alors qu'il est directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. On est au milieu des années 50 à peu près, à partir de 55. C'est le premier texte en fait, que j'ai pu retrouver dans les archives, c'est 1955, où il parle vraiment d'anthropologie prospective d'ailleurs, il ne parle pas encore de prospective en tant que telle. Et donc, il est dans une position où, en fait, où il a des décisions à prendre, ce qui explique aussi que la prospective est certes une philosophie, mais n'est pas qu'une philosophie. Contrairement, il y a plein de philosophes qui ont travaillé sur cette problématique de l'éthique du futur, sur la nécessité de prendre en compte nos responsabilités. Hans Jonas, dont je parlais, est un des derniers d'ailleurs à avoir fait ça, et ça a donné le principe de précaution, ça a donné le principe responsabilité qui s'est matérialisé en principe de précaution, notamment dans notre Constitution. Mais aucun n'est allé jusqu'à fournir une méthode opérationnelle concrète d'aide à la décision. Voilà. Alors que Berger l'a fait, et il a pu le faire pourquoi? Entre autres, pas que, mais entre autres parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de prendre des décisions. Il était confronté à un avenir qui n'était pas écrit à l'avance. L'enseignement supérieur dans les années 50 en France comptait très très peu de personnes, très peu d'étudiants, et tout était à faire en fait. Et l'agenda, la commande, on va dire, gouvernementale, la commande du chef de l'État à cette époque-là, c'était de construire les conditions, de mettre en place les conditions pour que la France puisse élever, éduquer, on va dire, les jeunes, et leur donner un niveau d'éducation suffisamment important, et donc c'est le développement de l'enseignement supérieur. Mais il n'y avait pas d'antécédent. Et donc, Berger va réfléchir à ça, va se poser cette question-là. Et il va se poser cette question-là dans un contexte qui est très particulier à l'époque et qui est très intéressant à rappeler par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans les années 50 en France, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, dans un contexte où on a une perception du changement très forte, où les gens, quand on lit les essais qui s'écrivent à l'époque, les réflexions de l'époque, les gens ont l'impression que tout va toujours de plus en plus vite, que le monde s'accélère.
ce qui est un sentiment. Hein, l'accélération, c'est un sentiment qui révèle un certain progrès, qui naît en fait du progrès, c'est-à-dire du changement rapide. Et ce progrès, à l'époque, il naît de la convergence d'un certain nombre de techniques qui sont nouvelles, donc le nucléaire, la cybernétique, l'astronautique, l'aéronautique. Il y a plein de premières fois pour l'humanité dans cette période-là, en très peu de temps, en une dizaine d'années, entre la première bombe nucléaire, qui est une vraie rupture dans la pensée humaine, par tout ce qu'elle engendre comme réflexion, notamment sur la finitude de l'homme, et puis l'astronomie avec le premier satellite qui est envoyé en 1957, vous voyez, 45-57, bon, voilà, une bonne dizaine d'années. Donc 57 premiers satellites qu'on envoie, on extrait de l'attraction terrestre un objet, un artefact fabriqué par l'être humain, et ça ouvre, encore une fois, pour l'imagination, ça ouvre des possibilités incroyables de conquérir l'espace, d'aller vivre sur la Lune, on va parler d'aller habiter sur la Lune, etc. Donc aujourd'hui, on est exactement dans la même configuration. Les techniques, bien évidemment, sont plus des techniques, on appelle ça des technologies. Voilà, on pourrait faire un cours entier d'ailleurs sur ce glissement sémantique. Mais il y a évidemment une conformité, enfin, des aspects qui sont très communs, on va dire, aux deux périodes. Et les symptômes, on va dire, sont à peu près les mêmes, ou les conclusions sont à peu près les mêmes. Donc aujourd'hui, c'est plus la Lune, c'est Mars. Hein. On va parler d'aller sur Mars. Enfin, en tous les cas, Elon Musk en parle. Bon, voilà. Donc c'est vraiment ce contexte qui est qui donne naissance à la prospective. Elle n'est pas comme ça de manière ex nihilo. Elle naît dans un contexte très particulier. Et ça fait dire à Berger un truc qui est fondamental. C'est que les situations seront sans cesse nouvelles. En fait, ce que dit Berger, c'est que demain sera forcément différent d'hier. On ne peut plus faire, on ne peut plus baser de décision, on ne peut plus prendre de décision sur la simple connaissance du passé. C'est terminé. Voilà. Parce qu'on est persuadé que les choses vont être forcément différentes. Et donc Berger va être très critique, d'ailleurs il fait une critique de la décision publique à cette époque-là, qui est déjà très forte, très puissante, et notamment il critique les méthodes d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, il identifie 3 méthodes d'aide à la décision. La première, c'est l'analogie. Donc, pourquoi vous faites comme ça? Parce que les autres font comme ça. OK. Deuxième méthode, c'est le précédent. Pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, voilà. Et ces méthodes-là, ça ne fonctionne plus. Dans un monde qui change en permanence, on ne peut plus dire j'agis comme ça parce que j'ai toujours fait comme ça. Les conditions changent, donc forcément, les règles doivent changer également. Et puis la troisième méthode, c'est l'extrapolation statistique. C'est l'usage, on voit apparaître, après la Deuxième Guerre mondiale, la montée en charge de l'appareil statistique en France, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Et donc les décisions publiques, la décision publique va être en bonne partie prise sur des projections qui ne sont donc en effet que des projections du passé. Une projection statistique, ça n'est que la continuité d'un phénomène analysé dans le passé. Bon, et Berger va dire ça, moi, c'est plus possible. Donc, il va inventer cette fameuse prospective. Il va outiller d'ailleurs cette fameuse prospective en proposant une méthode qui, en gros, se base sur trois éléments. Il y en a 5 en tout. Hein. Il y en a 3 qui sont vraiment d'ordre méthodologique. Le voir loin, c'est-à-dire pour faire de la prospective, il faut porter son regard à un horizon qui soit suffisamment lointain pour se détacher du présent. Le voir large, c'est-à-dire quand on étudie un problème, quand on traite une question, c'est la voir sous tous les angles, le plus d'angles possible, le plus de dimensions possibles. Donc ça va faire appel notamment à la systémique qui va se développer à travers la cybernétique à cette époque-là. Voilà, prendre un problème par tous les bouts possibles, par toutes les facettes possibles, et ça a une implication, c'est qu'on va convoquer le maximum de diversité possible. C'est-à-dire que pour avoir ce regard multiple sur un objet, on va non seulement convoquer les disciplines, les fonctions, les postures, mais aussi les gens, tout simplement, les personnes, considérant que chaque personne a un regard différent sur le monde qui l'entoure. On voit tous le même monde, mais de manière différente. Et ça, c'est une richesse. Berger va mettre en avant cette richesse. Et la diversité, ça va vraiment, alors ça parle en plus à l'INSA, ce concept de diversité, cette valeur. Et Berger va vraiment être la personne qui va mettre la diversité au cœur de sa réflexion. Voilà. Alors, je pense que je suis déjà un petit peu long, mais je vais finir sur cette idée que la prospective, elle est stratégique en fait, aujourd'hui.
Donc ça, c'était un peu des éléments d'histoire. Si on regarde aujourd'hui, la prospective est très pratiquée. Elle est pratiquée, alors en fait, elle est très pratiquée de plus en plus partout, sauf à un endroit qui est l'État. Ne me demandez pas trop pourquoi, parce que je risque d'être de mauvaise humeur, mais il y a quand même un constat à faire. Donc la prospective se pratique dans les entreprises, se pratique dans les collectivités locales, se pratique dans les territoires, etc. Elle est stratégique, pourquoi? Parce qu'elle conduit, encore une fois, elle conduit à l'action, c'est-à-dire qu'elle permet de prendre des décisions, et elle permet de prendre des décisions parce qu'elle convoque 4 registres. Il y a un registre qui est celui de l'anticipation, donc qui est l'exploration du futur, partant du principe que le futur est explorable, c'est un objet d'étude. Mais ensuite, très vite, on passe dans 3 autres registres qui, eux, conduisent petit à petit à l'action. Le deuxième registre, c'est l'appropriation, c'est-à-dire qu'on va actualiser l'exploration du futur en disant, voilà, on a vu ce qui était possible, on a bien exploré notre avenir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, on interroge le présent à la lumière du futur. On dit ça, si ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et si on ne veut pas que ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le processus d'actualisation. Puis ensuite, on rentre dans 2 autres registres qui sont liés à la mise en œuvre, donc la décision, c'est-à-dire prendre les décisions, prendre les dispositions nécessaires pour à la fois se préparer aux changements attendus et provoquer les changements souhaités. Et puis ensuite, la mobilisation, qui est incontournable dans les processus de prospective, dans la prospective, qui est le marqueur fort de la prospective, c'est que les acteurs participent bien évidemment à l'ensemble de tous les acteurs, toutes les parties prenantes, même on pourrait dire, si on parlait développement durable, participent à l'élaboration de la décision, de la stratégie. Voilà. Et ça, on ne peut pas faire, enfin, on n'a pas de choix, puis on le voit tous les jours. Hein, de toute façon, si on veut réduire, alors je ne sais pas si j'en parle après, mais si on veut réduire le gap qu'on constate tous entre les décisions et les actions, entre les discours et la réalité, il n'y a pas 36 solutions, il faut mobiliser le plus largement possible les acteurs. Alors, concrètement, ça prend cette forme-là, une approche de prospective dans les organisations, quel que soit le type d'organisation, avec 4 étapes, vous voyez, numérotées de 1 à 4. Une première étape qui est de l'ordre du diagnostic, il faut en effet savoir d'où on vient, qui on est, se connaître en tant qu'organisation. Une deuxième étape qui est la partie scénario, où on va explorer, on va faire de l'avenir cet objet d'exploration, et puis on va travailler là-dessus. Et une fois que ça s'est fait, on peut travailler sur la stratégie, on peut travailler sur le plan d'action. Et on peut notamment élaborer ce qu'on appelle des enjeux clés pour l'avenir, c'est-à-dire des éléments qui vont actualiser, qui vont être le fruit de l'actualisation de l'exploration de l'avenir, qui vont cristalliser, qui vont formaliser cette interrogation, cet avenir-là, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi, mon organisation? Et une fois que j'ai évidemment formalisé ces enjeux, c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment le passage, c'est la pierre angulaire un peu de la réflexion prospective. Une fois que les enjeux clés sont déterminés, on peut réfléchir aux réponses qu'on va donner, qui s'appelle orientation stratégique, qui s'appelle action, qui s'appelle objectif, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose de très formalisé, de très structuré, et qui accompagne la réflexion des organisations comme ça tout du long. Alors je vais terminer juste peut-être par ça, je vais tout afficher d'un coup, ça me permettra d'être plus rapide, pour vous dire aussi que dans les organisations, cette prospective, elle prend aujourd'hui un certain nombre de formes possibles. En fait, si on fait une matrice à 2 axes, il y a un axe impact stratégique, donc l'axe vertical avec un impact stratégique direct ou indirect, et puis un axe horizontal qui est celui de la mobilisation, où on mobilise faiblement ou fortement les acteurs. Alors, si on croise ces 2 axes-là, on a 4 types de prospectives aujourd'hui qui sont mises en œuvre en France et ailleurs, hein, là où la prospective se travaille ou s'utilise. Si on regarde le premier cadran en bas à gauche, l'aide à la décision, là on est vraiment sur des services dans les organisations ou dans les ministères. Il y en a beaucoup en France. Beaucoup de ministères en France ont des directions d'évaluation et de la prospective, ou des études de la prospective, ou de la stratégie et de la prospective, qui font des études, tout simplement. Donc, elles étudient l'avenir, elles analysent l'avenir pour essayer d'en tirer des éléments de réflexion. C'est souvent du tendanciel, donc elles poursuivent la tendance, elles exacerbent la tendance pour voir où ça nous mène à un certain horizon, et puis ça donne voilà. Il n'y a aucune visée stratégique particulière, c'est de l'information comme une autre, c'est de la connaissance, c'est la création de connaissances, mais sauf la seule différence, c'est que c'est prospectif, c'est-à-dire que ça prend en compte l'avenir. Si je remonte d'un cran l'orientation stratégique, là, c'est le fait de donner la capacité à des dirigeants, dans leur réflexion stratégique, de prendre en compte l'avenir. Donc c'est pareil, c'est des animations de comité de direction ou des choses comme ça. Si je redescends sur le cadran en bas à droite, mobilisation,
là, c'est une prospective qui va avoir essentiellement pour objectif de faire se rencontrer des acteurs et de les mobiliser, de leur faire partager une vision du futur. Donc là, pareil, c'est souvent dans les territoires, on voit souvent ça, hein, quelle que soit la taille des territoires, dans les communautés de communes, dans les villes, quand il s'agit d'avoir une réflexion sur l'avenir, une réflexion stratégique. Donc l'impact en stratégie est faible. Par contre, l'idée, c'est qu'il se dégage quelque chose, que les gens partagent sur l'avenir et puissent dégager une vision de l'avenir qui peut être utilisée ensuite après pour les politiques publiques. Bon, et le dernier cadran, qui pour moi est le plus important, en haut à droite, donc transformation. Donc là, on a les deux. Et c'est là où on fait pour moi vraiment de la prospective. C'est-à-dire qu'on a une réflexion stratégique, donc à fort impact stratégique sur l'avenir, mais avec les acteurs concernés, de manière à s'assurer que le changement aura bien lieu, que le changement sera effectif, mais et pas n'importe quel changement, que ça sera un changement voulu, souhaité, parce que approprié, on va dire, par l'ensemble des acteurs. Voilà. Bon, et s'il y avait une chose à retenir, je vais finir là-dessus, hein, c'est que la prospective, je l'ai un peu dit rapidement, ça sert à réduire le gap entre décision et action. C'est que un de nos gros problèmes, hein, on peut le voir tous les jours, on peut le constater tous les jours. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps, certains d'entre vous m'ont entendu sur le Covid. On peut avoir anticipé, on peut avoir prévu des pandémies mondiales, on peut même avoir pris des décisions à un moment donné pour s'équiper en masque, etc. Le jour où les problèmes arrivent, l'action, il n'y a plus rien. Voilà. Donc il y a un gap énorme entre prévision, entre décision, et l'action. Et ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation tout simplement des hommes, il n'y a pas d'appropriation des problèmes, parce que les acteurs ne sont pas sollicités, ne participent pas. Voilà. Donc il y a vraiment, et encore une fois, c'est un marqueur fort de l'école française de prospective, ce passage par les acteurs, le fait que les acteurs réfléchissent par eux-mêmes à leur avenir et ne sous-traitent pas leur réflexion sur l'avenir. C'est compliqué dans les organisations, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout cette culture-là, qui ont la culture du faire-faire. Mais c'est essentiel dans la prospective. On réfléchit, on est les seuls à même de pouvoir réfléchir à son propre avenir. Ce n'est pas quelqu'un qui va proposer de l'extérieur un avenir qui ne sera forcément pas le bon. Voilà. Bon, je suis désolé, j'étais rapide, hein, mais j'ai peu de temps. C'était, je suppose, dense. L'objectif, c'était aussi de voilà, éventuellement susciter des réactions, des questions, des réflexions. Et je vous rends, Baptiste, la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre présentation. Alors, peut-être, est-ce que Monsieur Gascoigne est arrivé depuis le début? Je ne le vois pas dans les participants. Oui, bien arrivé. Si. Parfait. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la prospective et sur la façon, par exemple, dont l'INSA Centre-Val de Loire et le groupe INSA en général s'adaptent à cette démarche, ou votre ressenti par rapport à la prospective? Je pense que effectivement, l'exercice de prospective, il avait été amorcé, je crois, à l'INSA de Lyon il y a déjà quelques années. Et puis l'INSA de Lyon, ensuite, on a fait profiter l'ensemble du groupe INSA. Donc ça, c'est la force du groupe de pouvoir partager comme ça les bonnes pratiques. Et donc, évidemment, pour un établissement comme le nôtre, c'est vraiment une chance. Ensuite, la prospective, je crois qu'elle a d'autant plus de sens au sein de l'INSA, qui se veut avoir une vision humaniste avec des ingénieurs engagés, citoyens. C'est-à-dire que souvent, on entend ces mots. Voilà, parfois, on nous dit que c'est l'ADN de l'INSA, mais derrière ces belles formules, moi, je trouve qu'il faut les décliner en quelque chose. Il faut savoir ce que ça veut dire au-delà des mots et des belles paroles. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai essayé de beaucoup investir au sein de l'INSA Centre-Val de Loire, notamment sur le volet international, parce que je crois que l'exercice de prospective qui nous permet quelque part de voyager dans le temps, alors c'est un futur qu'on n'atteindra peut-être pas, mais quelque part c'est de ça dont il s'agit. Je trouve que l'international nous permet aussi de voyager dans le temps. Et donc quelque part, ce sont des pratiques qui se rejoignent, parce que quand on voyage à l'international, en fait, on voyage dans l'espace, mais aller voir à l'instant T ce qui se passe dans un espace différent du nôtre, c'est quelque part anticiper sur ce qui peut ensuite arriver chez nous.
Et donc, quand en interne de l'INSA Centre-Val de Loire, j'encourage vraiment et j'essaye d'impulser une dynamique internationale, eh bien, ça rejoint en fait l'idée de la prospective que de sentir un petit peu quels peuvent être les futurs possibles. Philippe Durance disait tout à l'heure que entre l'action, la décision, la prospective s'insère. Et on en est aussi un peu là dans les enjeux internationaux. Et donc, je trouve que cet exercice de prospective, eh bien, il est en alignement de ce qu'est l'ingénieur INSA humaniste qui les humanités me semblent être là pour permettre de comprendre, d'appréhender les enjeux, les défis qui s'annoncent à vous en tant qu'étudiant aujourd'hui et qu'acteur de la vie de demain. Votre formation d'ingénieur, bien sûr, elle vous donnera les outils pour répondre techniquement à ces défis. Il n'y a pas que des enjeux techniques dans nos sociétés. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, sanitaires, etc. etc. Donc vous, en tant qu'ingénieur, vous avez un rôle à jouer. Et la vision humaniste, elle permet d'appréhender ces enjeux. Et le côté international, je dirais que ça donne une certaine universalité aux réponses que vous pourrez apporter. Donc, finalement, dans tout ça, je vois une cohérence à la formation d'ingénieurs, d'humanistes, tournés vers l'international, en capacité d'identifier ce qui l'attend. Et donc, l'exercice de prospective, en ce sens, me semble tout à fait adapté à cela. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant d'écouter des témoignages pour faire un rebond suite à la séance de la semaine dernière qui a porté donc, sur la vie étudiante, sur la formation et sur l'insertion professionnelle, donc, qui a pris la forme d'une discussion entre les participants. Je vous propose aujourd'hui d'écouter par exemple Charles Palmier, qui est vice-président étudiant, sur l'insertion professionnelle, donc, qui est élu étudiant, qui pourra témoigner pour les autres étudiants de leurs attentes vis-à-vis des entreprises. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir parler au nom de l'ensemble des étudiants parce que finalement, chaque étudiant a sa propre vision de son futur et sa propre vision de l'entreprise. Je vais dire que chaque étudiant a ses propres croyances de l'entreprise. Certains vont avoir l'image, par exemple, d'un manager un peu, comment dire, de chef. D'autres vont avoir l'impression d'avoir un manager plutôt dans l'échange. Je pense surtout qu'il faut que les étudiants, de manière générale, abolissent leurs croyances avant d'arriver en entreprise. Je pense notamment que les stages et les filières par apprentissage permettent tout ça, permettent d'avoir un recul sur ce qui se fait autour de nous. Je pense que ces périodes en entreprise ou en alternance nous permettent d'apprendre de ce qui se passe autour de nous, que ce soit tout type de poste. Je ne vais pas fermer ça juste au poste d'ingénieur. Il faut apprendre de tout ce qui se passe autour de nous parce qu'en tant qu'ingénieur, on peut aussi être amené à être manager ou chef d'entreprise. Donc, il faut apprendre de tous les métiers. Et je pense que sur ces débuts de période, la prospective, justement, elle est importante. Faut prendre aussi du recul sur ce qui se fait et pour mieux préparer notre futur personnel. Voilà, je pense que c'est à peu près ça que les étudiants pensent de manière générale. Et voilà, j'amène vraiment les étudiants qui sont en tout cas ici dans cette conférence à pas se fermer sur leurs propres croyances dès le début pour pas se fermer des portes dans le futur finalement. Merci beaucoup. Toujours pour revenir sur la conférence de la semaine dernière, je vais maintenant laisser la parole à Paul Hennequin, donc président du BDE de l'INSA Centre-Val de Loire, sur le futur de la vie étudiante du futur. Merci. Déjà, merci à tous d'être là et d'avoir pu de me donner l'occasion d'intervenir. En fait, après 2 ans à l'école, j'ai l'impression que la prospective, au-delà même d'être important, elle est naturelle en fait.
Elle est naturelle parce que ici, en rien que 2 ans d'apprentissage, j'ai déjà pu travailler sur ma façon de voir les choses. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants, en tout cas de ceux avec qui j'ai pu échanger, de l'importance en fait, de la prospective et de penser au futur de manière générale. En fait, ça pose aussi beaucoup de questions, des questions de légitimité, des questions de place, de rôle en fait. C'est quoi notre rôle en tant qu'étudiant là-dedans? Ça pose pas mal de questions aussi en ce moment parce que on a une ère où quand même les décisionnaires, les diagnostiqueurs, les experts sont très souvent remis en question. Je pense évidemment aux affaires Raoult, je pense évidemment à la remise en question de l'OMS, je pense à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, moi, tout ce que je peux dire en tant que, on va dire, engrenage de la machine, hein, en tant que président du BDE, c'est que la vie étudiante au sein de l'école, en fait, elle est vraiment liée à cette problématique de prospective parce que l'étudiant du futur, moi, je le vois, on va dire, changer, je le vois en perpétuelle évolution, tout simplement parce que la vie étudiante, en fait, ça suit l'étudiant, c'est tout simplement le reflet de l'étudiant. On peut voir maintenant, par exemple, depuis l'année dernière, la multiplication d'associations ou tout simplement d'initiatives étudiantes, par exemple pour le développement durable, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Je pense à GreenSA, je pense à InSafety, des choses comme ça. Donc, je pense que je pense que la vie associative, elle est en fait naturelle, elle va découler de cette envie de penser à l'avenir de la part des étudiants. Et c'est pour ça que si je dois plaider un peu ma cause maintenant, je pense qu'il faut laisser beaucoup de liberté, il faut l'étudier, la surveiller évidemment, et souvent l'ancrer dans cette perspective d'avenir et dans ces différents avenirs possibles et souhaitables. Merci beaucoup, Paul. Donc, on va maintenant passer à un échange, donc questions-réponses, donc entre Monsieur Durance et pourquoi pas aussi les témoignages, les personnes qui ont fait les témoignages. Donc, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans le chat. Je vous propose de commencer avec la question de Dominique Charles, donc qui est sur la vision sur à quelle distance doit-on voir l'avenir? Donc, quand est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est demain, la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans? Philippe Durance, c'est une question pour vous, je pense. C'est une bonne question. Dans la démarche de Berger, il y a le voir loin. Et donc, le voir loin, c'est déjà la première règle, c'est qu'il faut aller voir suffisamment loin pour s'extraire du présent, comme je disais tout à l'heure. Donc, le gros problème qu'on a dans l'imagination de l'avenir, c'est que souvent, on reste empêtré en fait, dans la connaissance du présent, dans ce qu'on connaît, et on ne fait que projeter nos peurs, nos angoisses, etc. C'est souvent ce qu'on voit dans les scénarios, hein, d'ailleurs. Quand on lit des scénarios et qu'on les regarde de manière critique dans une perspective historique, on se rend compte que chaque époque en fait des scénarios et y projette ses propres peurs du présent. Donc ça, c'est une règle déjà, c'est un principe. Après, il y a des règles effectivement beaucoup plus formelles, c'est-à-dire que l'avenir, ça commence au-delà de l'horizon de la décision. Donc, en général, si je prends l'exemple des entreprises, par exemple, quand une entreprise fait un plan stratégique, elle le fait, ou on pourrait même parler des établissements d'enseignement supérieur hein, qui ont des quinquennaux à faire. Donc, il y a une tranche de temps bien déterminée. La prospective, elle va aller au-delà de ce plan pour pouvoir justement l'éclairer. Donc, on va doubler, on va prendre 10 ans. Donc, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est plutôt, on travaille à 2030, par exemple, parfois à 2040. Dans les territoires, on commence à travailler à 2040, parfois à 2050. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de règles, en effet, à prendre en compte pour déterminer ça. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 12 mois, parce que là, c'est trop court. C'est-à-dire, on est trop, encore une fois, englué dans ce qu'on connaît. On a du mal à sortir de la connaissance et de l'expérience qu'on a immédiate. Alors, il y a des gens en France, il y a un prospectiviste qui a poussé ça à l'extrême, qui s'appelle Thierry Gaudin, qui a été au ministère de la Recherche il y a longtemps, et qui a travaillé à une horizon qui s'appelle 2100. Alors moi, j'aime bien citer cet exemple-là, parce qu'on voit bien que 2100, même encore lui, il a fait ça, c'était avant les années 2000, hein, c'était au siècle dernier, donc à la fin du XXe. Donc on voit bien, même encore aujourd'hui, on voit bien que 2100,
c'est très compliqué. C'est-à-dire se demander ce que pourrait être le monde dans 80 années, enfin, ça paraît complètement... voilà. Donc, il y a bien un juste milieu. Il ne faut pas être dans le présent, il ne faut pas être trop près, il ne faut pas être dans les 6 mois, 12 mois, parce que ça ne veut rien dire. Mais on ne peut pas être trop loin non plus, parce que sinon, on n'a plus de repères. Voilà. Donc là, il faut... En général, on est dans un entre-deux, entre 2030, en ce moment, entre 2030 et 2050. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, deuxième question, Paul, tu l'as abordé tout à l'heure. Donc, c'était ta question. Comment faire de la prospective dans un monde où les diagnostiqueurs, spécialistes et décisionnaires sont en permanence remis en question? Tu as évoqué le professeur Raoult, tu as évoqué l'OMS. Est-ce que Philippe Durance, vous auriez une réponse à apporter à ça? J'ai donné tout à l'heure la réponse, je vais la redonner, mais c'est vrai que les décideurs aujourd'hui sont remis en question et je pense à raison. Et pourquoi ils sont remis en question? Souvent parce que la décision leur est imposée. Donc là, vraiment, le marqueur fort de la prospective, ça a toujours été depuis le début, donc c'est pas spécifique à aujourd'hui. C'est vrai depuis que Berger y a pensé. C'est que pour qu'une décision soit bien comprise, soit bien mise en œuvre, il n'y a pas 36 solutions, il faut que ceux qui la mettent en œuvre y soient associés, y aient participé. C'est tout simplement. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça résout un problème qui est celui-là, qui est celui de l'appropriation de la décision, et ça pose un grand nombre d'autres problèmes, notamment un problème d'échelle. Ça, on peut le faire dans une organisation, on peut le faire dans une entreprise, on peut le faire sur un territoire à la limite. L'échelle nationale, ça devient très compliqué, et puis internationale, je ne vous en parle même pas. Donc voilà, mais c'est quand même ça l'idée. J'aime bien citer le cas de Accor, des hôtels Accor, la chaîne, le groupe Accor par exemple. Le patron du groupe Accor qui sait il a de gros problèmes. Son gros problème, c'est qu'il est face à une boîte en gros qui faisait encore il y a peu de temps 100 000 personnes, avec un patrimoine immobilier immense à gérer, donc des actifs très importants. Et il se retrouvait face à un petit acteur qui s'appelle Airbnb, qui lui, c'est 1000 personnes. Enfin, c'était 1000 personnes quand j'ai fait un peu cette étude-là pour voir, c'était assez drôle. Accor, c'était, on va dire, 100 000 chambres. Airbnb, c'était 1 million de chambres. Bon, pour vous donner des rapports, les chiffres ne sont pas les bons, mais ça vous donne des rapports quand même qui, eux, restent significatifs. Et donc, le patron d'Accor, il dit, moi, si je ne change pas mon modèle, c'est terminé, quoi. Je suis mort. Alors, le problème, c'est comment on fait pour changer. Donc, il avait regardé un peu, il avait fait un peu de statistiques, on va dire. Enfin, il avait analysé un peu le problème. Il s'était rendu compte que dans son organisation, il n'y avait qu'un tiers des personnels qui comprenaient pourquoi il fallait changer et qui étaient capables d'accompagner le changement. Donc, c'est-à-dire que les 2 autres tiers, soit ils ne comprenaient pas, soit ils n'avaient pas envie d'y aller pour plein de raisons, parce qu'ils étaient proches de la retraite, ils n'avaient pas envie qu'on bouge leur quotidien, etc. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire quand on veut faire bouger une organisation, après je ne parle pas bien sûr, je prends pas en considération les questions des finalités. Voilà, c'est un exemple factuel pour dire que, en effet, pour bouger une organisation, quelle qu'elle soit, pour bouger un collectif humain, il n'y a rien de tel que d'associer les gens qui sont à la manœuvre. Parce que s'ils ne sont pas à la manœuvre, il y a plein de problèmes qui se posent. Voilà. Merci beaucoup. Une troisième question de Marie-Laure Christin. Comment les outils de la prospective tiennent-ils compte et atténuent les biais cognitifs, notamment les biais de groupe et le fait de taire les désaccords ou aller vers les points de vue extrêmes? Ouais. Ça aussi, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est moi qui réponds. Oui, je pense. Oui, allez-y. Alors déjà, connaître ses faiblesses, c'est déjà bien. Donc ça veut dire qu'un des outils de la prospective, c'est aussi d'expliquer, quand on est dans un collectif, d'expliquer ce que sont ces biais cognitifs en effet, pour que les gens en aient conscience. Parce qu'en effet, il y a plein de phénomènes. En management, en sciences de gestion, il y a un concept qui s'appelle le silence organisationnel, qui permet justement de formaliser un peu ces biais en expliquant pourquoi on ne pose jamais les bonnes questions. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'en effet, la prospective
fournit des outils qui permettent, alors il y a deux types d'outils. Il y a un travail sur les représentations. Donc se poser la question des idées reçues, des idées préconçues qu'on a sur soi-même, sur le monde extérieur, etc. Et puis essayer de les déconstruire, ces idées-là, pour justement se rendre compte que tout n'est pas toujours donné. La réalité est beaucoup plus complexe souvent que ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est un outil. Deuxième outil, c'est les controverses, qu'on utilise moins, mais ça dépend ça dépend des circonstances, en fait, où on amène à faire travailler, on va dire, les participants sur des vrais sujets de controverse. Là aussi, l'idée, c'est de montrer à chaque fois que le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup moins simple que ce qu'on pense. Il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est souvent plutôt gris. Et donc, ça permet de réduire notamment les extrêmes, ça permet d'expliquer, ça permet de comprendre. Voilà. Donc, il y a en effet un certain nombre d'outils qui permettent ça, et c'est fondamental. C'est vraiment important, effectivement, de comprendre que voilà, il y a des mécanismes bridants dans les organisations. Déjà, rien que ça, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Une quatrième et dernière question pour vous, donc de Katharina Marcos. Pensez-vous que la Convention citoyenne pour le climat s'inscrit dans un début de mobilisation par rapport aux enjeux climatiques? Malheureusement, non. Je vais vous donner le fond de ma pensée. Hein. Voilà. Moi, je pense que bon, alors là, pour le coup, on est sur des vraies controverses. Comme je vous l'ai dit au début, moi, mes recherches portent depuis une dizaine d'années maintenant sur la manière dont les sociétés changent, sur le changement social, ce qu'on appelle le changement social. Je ne crois plus à la représentation. Voilà. Je ne crois plus à... Et ça pose des vraies questions aussi. C'est pas, voilà, j'ai pas de solution aujourd'hui. Je suis plutôt dans le diagnostic pour l'instant que, malheureusement, que dans le diagnostic. Mais le fait est, c'est que la représentativité, pour moi, c'est pas suffisant. D'ailleurs, on le voit, hein, les résultats, les préconisations de la Convention climat, elles sont déjà remises en question par plein d'acteurs. On est toujours sur le même problème. C'est-à-dire que les gens concernés ne sont pas acteurs, n'ont pas participé, et donc vont critiquer forcément ce qui a été, n'ont pas eu connaissance en fait de la manière dont les recommandations ont été construites. Tout simplement, ils n'ont pas pu. Il n'y a pas eu de co-construction. Et ce n'est pas parce qu'on a pris 150 personnes soi-disant représentatives de la société qu'on embarque la société. Ça ne marche plus, ça. C'est fini. La représentativité, c'est fini. On est nombreux à le dire, hein, notamment dans le développement durable. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul à le dire. La démocratie représentative, ça ne fonctionne plus. Pour plein de raisons, il faut passer à autre chose. Ce qu'on appelle la démocratie participative, notamment. C'est-à-dire qu'il faut embarquer les acteurs. Encore une fois, il faut embarquer les citoyens dans le processus de décision pour avoir quelque chose de co-construit, donc d'approprié, de compris, et qui va se mettre en œuvre sans qu'il y ait de contestation. Aujourd'hui, on est systématiquement dans la contestation. C'est un peu ce qu'il y avait dans la question aussi sur les experts, les spécialistes, voilà, qui sont comme les décideurs sont remis en question. Pourquoi? Parce qu'ils assènent un message du haut de leur piédestal, comme s'il y avait une vérité unique, mais c'est fini ça. Enfin, tout le monde sait qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V. Voilà. La vérité, elle se construit, ce qu'on appelle en épistémologie le constructivisme. Si on sort, voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça vous me lancez sur un sujet de demain soir, on y est encore. Merci bien. Paul vient de poser une dernière question, peut-être que pour conclure, ce sera très bien. Y a-t-il un exemple éclatant de victoire de la prospective, un changement sociétal important et porteur d'espoir? Ça nous fera une très bonne conclusion. On va dire que les 30 Glorieuses, par exemple, en France, alors qui peuvent être remis en question, encore une fois, aujourd'hui, parce qu'elles portaient un projet de société qui correspondait à l'époque, qui était la suite de la guerre. Typiquement, c'est une période de la France qui était une période de très forte croissance, d'équipement, d'éducation très important, mise en place de l'enseignement supérieur. Je pourrais même prendre que le projet de Berger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de l'enseignement supérieur dans lequel on vit est encore en grande partie issu de la prospective faite, entre autres, par Berger à cette époque-là, qui avait anticipé les besoins, les moyens à mettre en œuvre, qui avait créé les dispositifs, l'INSA. Enfin, bon, regardez, l'INSA, c'est devenu les INSA, ça connaît un succès important, ça développe des valeurs importantes, etc. Mais ça a été rendu possible grâce, entre autres, à la prospective
réalisé par quelques personnes dans les années 50 en France. Bon, voilà. Donc la prospective, elle a beaucoup alimenté les politiques publiques. C'est un exemple, hein, il y en aurait d'autres, mais les politiques publiques françaises à cette époque-là. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis quelques décennies maintenant, on a un peu abandonné ça. Mais pourtant, ça a bien montré ses preuves, effectivement. Alors, éclatant, je ne sais pas, hein, victoire éclatante, bon, je ne sais pas. Je sais pas, il faudrait creuser pour voir ce qu'il y a derrière ce terme de victoire éclatante. Mais en tous les cas, ça a nourri énormément de choses et on est encore aujourd'hui dans un monde qui a été conçu en partie par des gens qui ont fait cet effort de prospective, d'exploration de l'avenir à la fin du XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons conclure là-dessus. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier tous pour votre participation. En particulier, un énorme merci à vous, Philippe Durance, pour votre présentation. Merci beaucoup. Un grand merci également à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de ces deux événements qui ont eu lieu cette semaine et la semaine dernière. Donc, Cécile Prévost, tous les étudiants qui ont participé à l'organisation de ces événements, Chloé, Benoît, Maxence, Sébastien. Tous ceux qui ont témoigné aussi, Charles, M. Gascoin, Paul, et tous les autres que j'ai oublié de citer, Franck Bizet aussi, qui nous a beaucoup aidés. Pour finir, j'ai un dernier remerciement assez spécial à faire, qui est pour notre professeur Jean-Yves Bergeron, qui va nous quitter à la fin de l'année pour retourner dans sa région natale. Jean-Yves Bergeron, qui est avec Hervé Duclos, à l'origine de la création de notre association, et sans qui tout ce que nous avons mené jusqu'à présent n'aurait jamais vu le jour. Donc, à défaut de pouvoir vous le dire en face, je vais vous le dire de vive voix. Merci beaucoup à vous. Vous allez nous manquer. Merci à toutes et à tous et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.